Des journaux lus pour nous, pour vous ce matin, par Clémence Dibou. Bonjour Clémence. Bonjour. Et des quotidiens qui reviennent évidemment ce matin sur les discussions du G20 et sur l'éventualité d'une intervention en Syrie. Oui, alors ce matin, on ne parle plus de guerre froide, mais bien de guerre des positions. C'est à la une de Libération, alors que François Hollande et Barack Obama sont de plus en plus isolés. Ils cherchent toujours des soutiens politiques et une intervention contre le régime de Bachar el-Assad. Alors, je vous propose de regarder cette carte publiée ce matin dans Libération, très intéressante, car on peut voir la situation en un seul coup d'œil. Qui est pour, qui est contre cette intervention? Alors, on le voit, c'est quand même le rouge qui domine. En bleu, les pro-intervention. On voit que le Canada et l'Australie se sont rangés du côté de l'allié américain. On a évidemment la France, la Turquie et l'Arabie saoudite. Et puis en rouge, eh bien, les puissances émergentes, la Chine, l'Inde, le Brésil ou encore la Russie. Et puis opposés également l'Allemagne ou l'Italie qui attendent l'aval de l'ONU. Alors ce qui fait dire à l'humanité ce matin en une, Obama et Hollande eh bien, sont coupés du monde. Il faut trouver des alliés pour la France et les États-Unis. Voilà pour cette une de l'humanité, que je vais vous montrer. Voilà, Obama et Hollande coupés du monde. Et pour le Figaro, eh bien, il est urgent de trouver des alliés. Or, c'est mal parti pour le Figaro, puisque ce sont les Européens qui lâchent François Hollande, alors qu'au G20, eh bien, l'Union européenne a rejeté l'usage de la force en Syrie, s'alignant ainsi sur la position allemande. François Hollande comptait pourtant bien sur ce G20 pour rallier des positions ratées, selon le Figaro, qui raconte cette anecdote. Eh bien, la France a tenté d'organiser un mini-sommet à 5 avec l'Union européenne, l'Italie, l'Allemagne ou encore le Royaume-Uni. Mais faute de temps ou d'intérêt, on ne saura pas, ce mini-sommet s'est transformé en rapide briefing dans le car qui conduisait les dirigeants au dîner officiel sans faire avancer les positions de chacun. Autre difficulté pour François Hollande, cette fois en politique intérieure, Clémence, puisque les Français viennent de recevoir leur feuille d'imposition, des impôts qui sont globalement en hausse. Ça fait plutôt mal en général. Un ras-le-bol fiscal qui guette donc ce matin, c'est à la une de la Tribune avec ce chiffre. Après 4 années consécutives de hausse de l'impôt sur le revenu, eh bien, la baisse des impôts devient une priorité pour 75% des ménages. Et quand on décortique ce chiffre, explique la Tribune, on voit que le rejet de l'impôt est généralisé, qu'il touche autant les hommes que les femmes, les jeunes, les vieux ou toutes les catégories professionnelles. Le problème, c'est qu'il faut croire sur parole la Tribune ce matin parce qu'il n'y a aucun détail sur ces chiffres, et c'est bien dommage. Et face donc à cette situation morose, le ministre du Budget l'a promis, il ne devrait pas y avoir de hausse des prélèvements l'an prochain. Pour autant, pas de quoi rassurer Libération ce matin. Oui, le ministre du Budget l'a promis. Stop, l'année prochaine, on arrête les hausses d'impôts. Mais Libération se demande bien comment ça va être possible de contenter à la fois cette exigence et puis en même temps de tenir l'engagement auprès de Bruxelles de réduire de plus d'1 point le déficit l'an prochain. Eh bien, tout est dans la formulation pour Libération. Alors, le gouvernement promet que la baisse des impôts ne touchera pas tous les Français et promet de s'attaquer seulement aux niches fiscales et forcément aux plus riches, ce qui revient en fait à augmenter leurs impôts. Donc c'est une simple façon d'aborder le sujet. Reste à savoir combien de Français seront touchés par ce rabotage des niches fiscales. Et puis toute autre chose à présent, Clémence, 1 an et demi après la catastrophe de Fukushima, l'américain Google a envoyé des équipes sur place pour prendre des clichés inédits et on y voit véritablement des villes fantômes laissées en l'état. Oui, c'est à lire dans les pages du Parisien ce matin. On peut enfin voir à quoi ressemble Fukushima et ses localités voisines. On voit effectivement des villes laissées à l'abandon. Rien ne semble avoir bougé depuis la catastrophe de mars 2011. Des immeubles, on peut voir des immeubles effondrés, des carrefours déserts. Alors Google précise que le personnel qui a été envoyé sur place, qui s'est rendu en voiture, a été équipé, toutes les protections et la sécurité nécessaire a été prise pour éviter un risque de contamination radioactive. Et on doit donc cette initiative au maire d'une des localités proches de l'accident nucléaire, la cité aujourd'hui évacuée de Nami-Machi. J'espère que je prononce bien. Ce maire, en fait, il voulait aider les habitants qui lui demandaient des nouvelles de leur maison évacuée depuis 1 an et demi, car la zone est toujours évacuée, inhabitée et ça est contaminée. Et ça handicape sérieusement la candidature de Tokyo pour les JO de 2020. Des images à découvrir en tout cas ce matin dans Le Parisien. Voilà pour tout ce qui fait la une de la presse française ce matin. Merci Clémence Dibou.
Il est 7h, bientôt 28 minutes à Paris. Dans un instant, la météo, puis un nouveau journal, une nouvelle demi-heure d'informations. Nous partirons notamment sur le plateau du Golan, ce plateau syrien occupé par Israël, où les habitants séparés de leur famille s'inquiètent d'éventuelles frappes sur leur pays. Ce sera notre focus dans une vingtaine de minutes. Paris Direct continue donc. Restez avec nous sur France 24. Secondi per dirvi tutto sul Mussem. Est-ce impossibile? Le Mussem, c'est le musée des civilisations. Al-Europia. Tüm Akdeniz kıyılarının buluştuğu yer. Fine. Feama. Mais aussi une terrasse panoramique pour prendre l'apéritif. Car sinon, ça ne serait pas vraiment la Méditerranée.